Quels secrets se dissimulent à l'intérieur de la Terre? Y a-t-il des formes de vie totalement inconnues, cachées dans les couches profondes de notre planète? Imaginez un univers où la pression est si intense qu'elle pourrait broyer un être humain en un instant, où la chaleur est si extrême qu'elle pourrait faire fondre le métal le plus résistant. C'est dans cet environnement hostile que se cachent peut-être les réponses aux plus grandes énigmes de notre existence. Des organismes vivants inconnus, des phénomènes inexpliqués, des trésors enfouis depuis des millions d'années, autant de mystères qui attendent d'être percés. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Regarde ce schéma. Il représente une vue de la Terre coupée en deux, avec ses différentes couches internes. La première couche est la croûte terrestre, ou écorce terrestre. Il s'agit de la surface de la Terre, la partie superficielle, celle où nous posons les pieds et où nous marchons chaque jour. C'est cette couche qui bâtit des montagnes et qui forme des océans. On parle de croûte continentale au niveau des continents et de croûte océanique au niveau des océans. Tu le verras plus tard, ces deux types de croûtes terrestres sont très différents de par leur nature et leur composition. Comme tu peux le voir sur ce schéma, la croûte ne représente qu'une très petite partie de la Terre. Son épaisseur varie entre 5 km sous les océans et 80 km sous les continents. Plus précisément, la croûte terrestre représente environ 1,5% du volume de la Terre solide et 4,4 pour 1000 seulement de la masse terrestre. Commençons par observer la croûte continentale. La croûte continentale est plus épaisse, plus ancienne et de densité plus faible que la couche océanique. Son épaisseur varie entre 15 à 20 km en moyenne. Mais elle peut atteindre une épaisseur de 70 à 80 km sous les grandes chaînes de montagnes, comme la cordillère des Andes. La croûte continentale est solide. Elle est essentiellement composée de roches granitiques, avec en plus dans certaines zones des couches de roches sédimentaires, accumulées au fil des millions d'années. On peut aussi y trouver en superficie des roches volcaniques comme les basaltes. Attention, la croûte continentale ne se trouve pas qu'au niveau des continents. Elle se prolonge sous les eaux peu profondes, près des côtes. C'est ce que l'on appelle des plateaux continentaux. C'est pourquoi la croûte continentale couvre environ 45% de la surface terrestre, alors que les continents ne représentent que 30% de la surface de la Terre. La croûte océanique, quant à elle, couvre les 55% restants de la surface de la Terre. Elle est donc plus étendue, mais bien plus discrète puisqu'elle est principalement immergée. Elle est plus dense que la croûte continentale et plus homogène. Elle est constituée essentiellement de roches basiques, comme les basaltes et les gabbros. Ces roches sont riches en magnésium, en fer et en silice. Elles sont plus denses que les granites qui constituent la croûte continentale. La croûte océanique a beau être plus dense, elle est moins épaisse que la croûte continentale, avec une épaisseur moyenne de 5 à 8 km. En fait, pour résumer, la croûte océanique forme le plancher des océans. Voyons de plus près comment est composée cette surface océanique de notre planète. La moitié du plancher océanique est constituée de ce que l'on appelle
les plaines abyssales. Ces plaines abyssales sont situées entre 3000 et 6000 mètres de profondeur. Ensuite, près des continents et des îles, on trouve des fosses abyssales, des fissures où s'accumulent des sédiments marins. La croûte océanique forme aussi des sortes de montagnes au sommet plat à cause de l'érosion. On les appelle les guyos. Enfin, des chaînes de volcans sous-marins en plein milieu des océans forment ce que l'on appelle les dorsales océaniques. Ces dorsales jouent un rôle majeur dans la formation de la croûte océanique, mais aussi dans son renouvellement. Chaque jour, le plancher océanique bouge, évolue et se modifie. Ce phénomène est imperceptible pour l'œil humain, car chaque mouvement prend des années. Le processus de création de croûte océanique ressemble à un cycle, ou plutôt à un recyclage. Imagine l'action d'un tapis roulant. Une partie de la croûte est enfouie dans le manteau terrestre par le phénomène de subduction, tandis qu'une nouvelle partie de la croûte océanique se forme grâce à la tectonique des plaques ou au volcanisme sous-marin. La formation de croûte océanique est plus ou moins rapide selon l'endroit du globe. Par exemple, dans l'océan Sud-Ouest Indien, la vitesse de formation est estimée à 0,5 cm par an. Cela est très faible, comparé au record de 16 cm par an, détenu par la dorsale océanique la plus rapide dans le Pacifique. Parce que la croûte océanique est en perpétuel renouvellement, elle est bien plus jeune que la croûte continentale. On estime son âge à 200 millions d'années seulement, contre 4,4 milliards d'années pour les parties les plus anciennes de la croûte continentale. Continuons notre voyage jusqu'au centre de la Terre. Nous allons passer sous la croûte terrestre, encore plus en profondeur. La couche qui se trouve en dessous de la croûte continentale ou de la croûte terrestre est appelée le manteau terrestre. Nous venons de pénétrer au cœur de la couche la plus importante de la Terre. Le manteau représente 84% du volume de notre planète et 68% de sa masse. Il s'étend sur 2850 km de profondeur et descend jusqu'à 2900 km de profondeur par endroit, à la limite avec le noyau. Le manteau est séparé de la croûte terrestre par ce que l'on appelle la discontinuité de Mohorovičić, appelée le Moho. Nous sommes maintenant à environ 100 km de profondeur, à l'intérieur de la Terre. Il y fait très chaud, plus de 1000 degrés Celsius. Tellement chaud que les roches de la croûte terrestre fondent, ce qui donne une nouvelle couche en partie liquide et en partie solide. En partie liquide et en partie solide, ce n'est pas le terme exact. En fait, le manteau est moins solide que la croûte terrestre, mais il n'est pas non plus liquide, contrairement à ce que tu pourras penser lorsque tu regardes les coulées de lave sortir des entrailles de la Terre. Plus précisément, le manteau terrestre est solide, mais il se comporte comme un liquide visqueux. Si nous nous trouvions dans le manteau au lieu de nous trouver sur la croûte terrestre, ce serait comme si nous étions en train d'évoluer dans du miel. Voyons le problème sous un autre angle. Les roches visqueuses qui composent le manteau sont solides, mais capables de se déformer sur le très long terme. Mais pourquoi, te demandes-tu certainement, le manteau est-il solide alors qu'il est constitué de roches en fusion? Tout simplement parce que les conditions de pression sont telles qu'elles surpassent les conditions de température. Autrement dit, le manteau subit une telle pression que cela maintient son état solide.
revenons aux roches visqueuses du manteau terrestre. Cette couche interne de notre planète est constituée principalement de roches silicatées, riches en fer et en magnésium. Jetons maintenant un coup d'œil à la séparation entre la croûte terrestre et le manteau, que nous appelons discontinuité du Moho. On parle de discontinuité car les chercheurs ont observé une brusque accélération des ondes sismiques lorsqu'elles franchissent cette limite. Le Moho est situé en moyenne à 35 km de profondeur. Il a été découvert en 1909 par le météorologue et pionnier de la sismologie, Andrija Mohorovičić. Celui-ci a observé une accélération brutale des ondes sismiques, qui s'explique par un changement du milieu de propagation. Autrement dit, en passant dans le manteau, les ondes sismiques accélèrent, car elles se propagent plus vite dans les péridotites qui le composent. Tous les projets qui ont été initiés pour forer jusqu'au Moho ont été abandonnés. La discontinuité est bien trop profonde. Forer jusqu'au Moho demanderait de colossaux efforts techniques, et ce serait extrêmement coûteux. Les informations que l'on a recueillies sur cette démarcation entre croûte terrestre et manteau nous proviennent donc surtout de l'étude des ondes sismiques. Sous la discontinuité de Moho, le manteau est séparé en deux parties, le manteau supérieur et le manteau inférieur. Lorsque l'on descend vers le centre de la Terre, c'est d'abord le manteau supérieur que l'on observe. Principalement constitué de péridotites, le manteau supérieur est situé entre le Moho et 670 km de profondeur environ. Si tu as bien suivi, puisque le Moho est situé à environ 35 km de profondeur, cela fait une épaisseur de près de 640 km pour le manteau supérieur. Autrement dit, le manteau supérieur ne représente que 20% de l'épaisseur totale du manteau. Il est moins visqueux que le manteau inférieur et moins chaud, puisque plus l'on descend vers le centre de la Terre, plus il fait chaud. La température du manteau supérieur varie donc entre 440 degrés Celsius à la base de la croûte océanique et 1600 degrés Celsius à la limite avec le manteau inférieur. C'est le manteau supérieur qui est à l'origine du mouvement des plaques tectoniques, dont nous parlerons plus tard au cours de ce voyage. Dans cette couche interne de la Terre, nous trouvons des minéraux comme l'olivine, le pyroxène et le spinel. Le manteau supérieur a une particularité. Il est séparé en deux parties par la Low Velocity Zone, ou zone de moindre vitesse. La LVZ se trouve entre 100 et 200 km de profondeur. Sa profondeur varie en fonction du type de croûte sous lequel elle se trouve. Sous la croûte océanique, elle est située entre 30 et 90 km de profondeur. Sous la croûte continentale, elle est plus profonde. Elle est enfouie entre 110 et 230 km dans les entrailles de la Terre. On l'appelle ainsi car dans cette zone, la vitesse des ondes sismiques est réduite. On reparlera de la LVZ plus tard, car elle forme la limite entre la lithosphère et l'asténosphère, les couches secondaires de la structure interne de notre planète. Si l'on descend plus en profondeur, on pénètre dans une nouvelle couche, le manteau inférieur. Cette partie est plus étendue que le manteau supérieur, car elle s'étend entre 670 et 2900 km de profondeur environ. Composée principalement de pérovskite et de magnésiofustite, le manteau inférieur est encore plus chaud que le manteau supérieur, puisqu'il est plus profond dans les entrailles de la Terre.
Il peut y faire jusqu'à 4000 degrés Celsius, à la limite avec le noyau externe. Il est aussi plus dense que le manteau supérieur, et d'ailleurs de plus en plus dense à mesure que l'on s'enfonce au cœur de la Terre. Vers 2700 km de profondeur, on trouve une zone appelée zone D, marquée par le ralentissement de la propagation des ondes. C'est le point d'arrivée des plaques océaniques qui ont coulé après la subduction. C'est aussi l'origine des panaches des points chauds. Le rôle du manteau supérieur et inférieur est important dans le fonctionnement interne de notre planète. Le manteau est le siège de courants de convection qui transfèrent la plus grande partie de l'énergie thermique du noyau terrestre vers la surface. Même si on ne connaît pas encore les caractéristiques précises de ces courants, on sait qu'ils sont à l'origine de la dérive des continents, dont nous parlerons un peu plus tard. Continuons notre voyage. Nous nous enfonçons encore plus sous le sol, dans les entrailles de la Terre. Nous avons maintenant atteint une profondeur de 2900 km sous terre. À cette profondeur, les scientifiques ont observé une autre discontinuité, la discontinuité de Gutenberg. Elle marque la limite entre le manteau inférieur et le centre de la Terre, que l'on appelle le noyau, comme dans un fruit. Le noyau représente 15% du volume de notre planète et près d'un tiers de sa masse. Il s'étend jusqu'à 6380 km de profondeur. Il est composé principalement de fer et se divise en deux parties ou en deux enveloppes. On distingue ainsi le noyau externe liquide et un noyau interne solide. Le noyau externe liquide est composé principalement de fer fondu. Principalement, mais pas exclusivement. 80 à 85% du noyau externe liquide sont du fer. Le reste est constitué à 5% de nickel et à 10% d'un élément léger qui n'a pas encore été déterminé avec précision. Ce pourrait être du soufre, de l'oxygène, du silicium ou du carbone. Ou peut-être un mélange de plusieurs de ces éléments, voire des quatre. Le noyau externe liquide se situe entre 2900 et 5100 km de profondeur. Sa température moyenne est de 4000 degrés Celsius. On a donc comme première enveloppe un amas de métal en fusion, brassé par convection thermique. Les mouvements du noyau externe interagissent avec les mouvements de la Terre, notamment sa rotation, mais aussi, à plus long terme, sa précession, autrement dit, le lent changement de direction de son axe de rotation. Comme le fer est conducteur d'électricité, le noyau externe riche en fer va aussi permettre le développement de courants électriques variables. Ces courants vont donner naissance à des champs magnétiques, lesquels vont les renforcer en retour. Il se crée un effet de dynamo. On pense ainsi que le noyau externe liquide est à l'origine du champ magnétique de notre planète. Mais cela aussi, on en reparlera un peu plus tard. Le noyau externe est une enveloppe qui entoure la seconde partie du noyau, le noyau interne solide. La limite entre les deux est marquée par une autre discontinuité. C'est la discontinuité de Lehmann. Cette profondeur entre le liquide et le solide se trouve à environ 5150 km de profondeur. Avant de découvrir cette discontinuité, on pensait que le noyau terrestre était entièrement liquide. C'est la sismologue danoise Inge Lehmann qui a mis en évidence l'existence d'un noyau solide à l'intérieur du noyau liquide en 1936. C'est pourquoi la limite entre les deux porte son nom. Le noyau solide est composé de fer presque pur. On l'appelle aussi la graine.
Représente-toi une boule solide constituée d'un alliage à 80% de fer et à 20% de nickel. Mais alors, pourquoi le noyau interne est-il solide? La réponse est la même que pour les roches visqueuses du manteau supérieur. Le noyau interne subit une pression bien supérieure à celle subie par le noyau externe liquide. Cette pression s'élève à 350 gigapascales, soit 3,5 millions de fois celle de l'atmosphère. Elle est telle qu'elle maintient le noyau de fer à un état solide malgré une température plus que brûlante, qui peut dépasser les 6500 degrés Celsius. Épais de 1216 km, le noyau interne est très dense. D'après l'une des hypothèses les plus largement reconnues par la communauté scientifique, les métaux denses dont il est constitué se seraient enfoncés dans la Terre primitive pour finalement se retrouver au centre et former une boule solide. Le noyau interne est la couche la plus profonde de la Terre. C'est le cœur de notre planète. Il est certain que nous ne pourrons jamais forer jusqu'à cette profondeur. Pour le moment, la nature exacte du noyau reste donc sujette à discussion. Certaines observations ont conclu qu'il serait en mouvement. Il se pourrait que le noyau interne tourne sur lui-même à l'intérieur du noyau externe liquide. Mais pour le moment, encore une fois, rien n'est certain. Nous sommes arrivés au centre de la Terre, mais le voyage n'est pas terminé. Rappelle-toi que nous avons parlé tout à l'heure de la lithosphère et de l'asténosphère. Il s'agit de deux couches secondaires à l'intérieur de la Terre. Le plus souvent, on distingue les couches que nous venons d'explorer, c'est-à-dire en partant du sol vers le centre de la Terre, croûte terrestre, manteau et noyau. Mais d'autres modèles intègrent les notions de lithosphère et d'asténosphère. Nous allons donc nous arrêter un instant pour explorer ces deux couches secondaires, qui ont elles aussi leur importance dans le comportement de la Terre. La lithosphère est l'enveloppe la plus superficielle du globe terrestre. On la considère comme l'enveloppe rigide de la Terre. Épaisse d'environ 100 km, elle comprend la croûte terrestre, océanique ou continentale, et la partie supérieure du manteau supérieur. Il est important de le préciser, car tout le manteau supérieur n'est pas inclus dans la lithosphère. En fait, la lithosphère comprend uniquement la zone qui se trouve au-dessus de la LVZ dont nous avons parlé tout à l'heure. La LVZ se trouve entre 100 et 200 km de profondeur sous la surface de la Terre. C'est sous la LVZ que les matériaux du manteau supérieur deviennent ductiles. Rappelons qu'être ductile, c'est pouvoir s'étirer et se déformer sans se rompre. C'est aussi sous la LVZ que les péridotites approchent de leur point de fusion. Tu l'auras compris, la LVZ marque un changement dans le comportement des roches du manteau supérieur. Au-dessus de la LVZ, les roches sont solides et en dessous, elles sont ductiles. La discontinuité de Moho se trouve elle aussi dans la lithosphère. La lithosphère est subdivisée en plaques tectoniques ou lithosphériques. Parce que la croûte continentale et la croûte océanique ont des compositions différentes, on va parfois distinguer la lithosphère continentale de la lithosphère océanique. Surtout que le manteau diffère aussi en fonction du type de croûte sous lequel il se trouve. Le manteau sous-continental est ainsi appauvri en éléments chimiques dont abonde le manteau sous-océanique, plus proche du manteau primitif. La lithosphère est plus ou moins épaisse en fonction des endroits du globe. Sous les continents, elle est épaisse de 100 km en moyenne,
contre seulement 70 km sous les océans. Plus le manteau est froid, plus la lithosphère sera épaisse. Ainsi, dans les régions à manteau froid, comme les vieilles croûtes continentales, elle peut atteindre une épaisseur de 200 km. Dans les zones plus chaudes, comme au niveau des dorsales océaniques, la lithosphère ne fait que quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur. Cela s'explique par un principe simple. En se refroidissant, la lithosphère océanique va s'épaissir petit à petit. Elle naît au niveau des dorsales, où elle est alors très fine, et elle va évoluer jusqu'aux marges continentales, où elle est plus épaisse. Plus la lithosphère vieillit, plus elle s'épaissit, plus sa densité augmente et plus elle s'enfonce dans le manteau. La lithosphère joue un rôle majeur dans le fonctionnement de la tectonique des plaques. Dans l'imaginaire collectif, on a tendance à imaginer la tectonique des plaques de cette manière. Les continents sont des bateaux qui flottent sur l'océan et dérivent au gré des courants initiés par les mouvements du manteau terrestre. La réalité est plus complexe que cela. C'est l'ensemble croûte et manteau lithosphérique qui bouge au-dessus du manteau asténosphérique. Ces mouvements sont animés par les lois qui régissent le comportement mécanique des roches, qui dépendent elles-mêmes des conditions de pression et de température. En fait, ce ne sont pas les continents qui bougent, mais les plaques lithosphériques rigides. Séparée de la lithosphère par la LVZ, l'asténosphère est moins rigide que la lithosphère. Elle a un comportement plus ductile. L'asténosphère est la partie inférieure du manteau supérieur. Elle se trouve donc entre la LVZ et le manteau inférieur, entre 100 et 200 km et 670 km de profondeur. La fusion partielle des roches dans l'asténosphère crée une faible résistance mécanique et une faible vitesse sismique. Ce sont les propriétés particulières de l'asténosphère qui permettent le déplacement des plaques lithosphériques et donc le mouvement des plaques tectoniques. En effet, l'asténosphère peut se mouvoir sous l'effet de la convection thermique, ce que la lithosphère ne peut pas faire à cause de sa rigidité. C'est donc pour accommoder les mouvements de l'asténosphère que la lithosphère s'est séparée en grandes plaques, les plaques tectoniques. Nous allons nous pencher un peu plus en détail sur le modèle de la tectonique des plaques. Ce modèle a été mis au point pour expliquer la dynamique globale de la lithosphère terrestre. Tout a commencé avec le concept de dérive des continents. L'hypothèse de la dérive des continents est assez ancienne. Elle a été suggérée dès la fin du XVIe siècle, même si c'est le géophysicien allemand Alfred Wegener qui a vraiment popularisé cette théorie au début du XXe siècle. D'après la théorie de la dérive des continents, les continents actuels n'ont pas toujours occupé la même place à la surface du globe. Il y a 250 millions d'années, ils étaient réunis en un seul continent primitif, la Pangée. La Pangée s'est ensuite fragmentée et les continents ont dérivé pour atteindre leur position actuelle. Comment les scientifiques en sont-ils venus à cette théorie ? D'abord, en observant le tracé des côtes des continents sur le globe. On s'est tout simplement rendu compte que si l'on rapprochait certains continents, ils s'emboîteraient un peu trop parfaitement. Comme tu peux le voir sur cette carte, c'est particulièrement le cas de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Les deux continents pourraient très bien s'emboîter. Les tracés de leurs côtes sont très similaires. L'explication la plus logique est que ces deux continents ont autrefois fait partie d'un même bloc, qui s'est fragmenté en deux parties, et dont les deux parties ont fini par dériver. Ainsi, la théorie de la dérive des continents a pris forme.
il semblerait que les continents se déplaçaient horizontalement les uns par rapport aux autres, un peu comme s'ils dérivaient. Mais comment le prouver? Plusieurs éléments semblaient confirmer cette théorie. On a par exemple observé des fossiles similaires de part et d'autre des océans, comme le Cygnoniatus, reptile prédateur terrestre ayant vécu il y a 240 millions d'années, dont des fossiles ont été retrouvés en Amérique du Sud et en Afrique. Mais c'est finalement l'acceptation du modèle de la tectonique des plaques à la fin des années 60 qui a fini par confirmer la dérive des continents. En 1962, le géologue américain Harry Hess s'est appuyé sur la théorie de la dérive des continents pour mettre au point le modèle de l'expansion des fonds océaniques, que l'on surnomme aujourd'hui le modèle du tapis roulant. Ce modèle explique la naissance et le recyclage de la croûte océanique à la manière d'un tapis roulant, comme nous l'avons vu au début de notre voyage jusqu'au centre de la Terre. La croûte océanique est créée au niveau des dorsales, puis enfouie au niveau des fosses océaniques par des courants descendants. Elle est continuellement recyclée, alors que la croûte continentale dérive à la surface de la Terre. Car si la croûte continentale te paraît bien lourde, elle est en fait légère comparée aux autres couches terrestres. Ce modèle a reçu un meilleur accueil que celui de la dérive des continents. Dans ce modèle, les moteurs de la dérive ne sont plus les blocs continentaux, mais les océans. Les blocs continentaux sont passifs. Ils sont entraînés dans la dérive par les océans. Ce modèle du double tapis roulant océanique a ensuite été intégré à celui de la tectonique des plaques. Voici donc le modèle qui est universellement reconnu aujourd'hui. La lithosphère est subdivisée en plaques tectoniques ou plaques lithosphériques. Ces plaques ont des tailles et des formes diverses. Leurs caractéristiques ont bien sûr évolué au cours des temps géologiques, au gré des collisions et des ouvertures continentales. Certaines plaques se sont divisées, d'autres se sont soudées, formant de plus grandes plaques. Actuellement, 95% de la lithosphère est divisée en 7 grandes plaques tectoniques, mais il en existe 46 autres plus petites. Voici les 7 plaques tectoniques majeures par ordre de taille. La plaque pacifique, la plaque eurasiatique, la plaque africaine, la plaque antarctique, la plaque australienne, la plaque nord-américaine, la plaque sud-américaine. La plaque pacifique est la plus grande à l'heure actuelle. Elle mesure 103 millions de kilomètres carrés. La plaque pacifique est entourée de fosses de subduction dans lesquelles elle plonge pour être recyclée dans le manteau terrestre. À terme, cette plaque va donc disparaître. Cela veut aussi dire que l'océan Pacifique va lui aussi disparaître. Rassure-toi, on parle ici en termes de centaines de millions d'années. Ce changement majeur de notre cartographie devrait donner naissance à un nouveau supercontinent que l'on surnomme aujourd'hui Amazie. Bien qu'il soit difficile d'estimer la vitesse de déplacement de ces plaques, il a été estimé que la plaque pacifique est aussi la plus rapide. Elle se déplace de 10 cm par an vers le nord-ouest. C'est rapide comparé à la plaque australienne qui se déplace de 7 cm par an vers le nord, ou aux plaques eurasiennes et américaines qui se déplacent de moins de 3 cm par an. Les plaques africaines et antarctiques ont un mouvement encore plus surprenant, car elles tournent sur elles-mêmes. Les plaques tectoniques ont donc des mouvements relatifs variés. Elles entrent en collision, s'éloignent, glissent les unes contre les autres. Elles peuvent être convergentes, divergentes ou transformantes.
La vitesse du mouvement relatif de deux plaques tectoniques voisines varie entre 0 et 100 mm par an. Aux frontières de ces plaques, en fonction de leur mouvement relatif, se produisent des phénomènes géologiques, comme les séismes, l'activité volcanique, la formation de fosses océaniques et la formation de montagnes. Les séismes sont par exemple produits par des chocs entre deux plaques tectoniques. C'est d'ailleurs grâce au séisme que l'on peut définir les contours des plaques tectoniques. Si tu regardes une carte de sismicité, tu verras que les séismes sont situés le long de lignes entourant des surfaces sans sismicité, qui correspondent donc aux plaques. Logiquement, les plus gros séismes se produisent là où les plaques sont les plus rapides. Les montagnes, quant à elles, sont créées par la collision entre deux plaques continentales. Les forces en présence sont alors tellement puissantes que les plaques vont se déformer, alors qu'elles sont rigides. Un peu comme lors d'une collision frontale entre deux voitures. C'est ainsi que se sont formées des chaînes de montagnes comme les Alpes ou l'Himalaya. Les mouvements des plaques tectoniques sont l'expression des mouvements de convection qui se produisent à l'intérieur du manteau terrestre et qui permettent à la Terre de dissiper sa chaleur interne vers la surface. Un système bien rodé qui fonctionne de la manière suivante. Au cœur de la Terre, des roches faiblement radioactives se désintègrent et produisent de la chaleur. Certaines zones du manteau deviennent alors plus chaudes et se mettent à monter vers la surface. Plus une zone est chaude, moins elle est dense, et donc plus elle va remonter sous l'effet de la force d'Archimède. Cette zone va alors refroidir en surface, tout en évacuant une partie de la chaleur produite à l'intérieur de la Terre. Une fois qu'elle sera assez refroidie, elle va replonger dans les profondeurs, toujours selon le même mécanisme. Les dorsales sont des zones où la matière remonte, tandis que celle-ci redescend au niveau des zones de subduction. La matière est alors transférée des dorsales aux zones de subduction. C'est ce mouvement qui donne la tectonique des plaques et donc la dérive des continents. Il est impressionnant de penser qu'à chaque instant, dans tous les océans du globe, la nouvelle croûte océanique se construit petit à petit pendant que l'ancienne croûte océanique est avalée par les entrailles de la Terre pour être recyclée. Cette construction de la nouvelle croûte se nomme l'accrétion océanique. Au niveau des dorsales océaniques, les plaques tectoniques s'écartent et les failles ainsi créées se comblent instantanément avec du magma remonté du manteau, millimètre par millimètre. Les plaques s'éloignent les unes des autres, comme des cicatrices que le magma vient suturer en comblant les vides. Ce phénomène crée des structures étonnantes, comme les pilolavas ou laves en coussin. Les pilolavas se forment lorsque la lave jaillit des entrailles de la Terre durcit instantanément au contact de l'eau glacée. Au fur et à mesure que la lave jaillit, le coussin s'allonge. Lorsque la pression augmente, certains coussins éclatent. Les dorsales océaniques sont aussi jalonnées de cheminées fumantes. L'eau qui s'est infiltrée dans les fonds marins est chauffée par le magma en fusion et remonte à la surface sous forme de bulles. Dans ces cheminées, l'eau peut atteindre une température de 400 degrés Celsius. Leur panache peut projeter des particules à des centaines de kilomètres de distance et les minéraux libérés peuvent sculpter des cheminées pouvant atteindre 55 mètres de haut. En même temps que ces formations étonnantes se créent, le plancher océanique s'élargit et les continents s'éloignent. Ce processus est invisible car il se joue loin de nos côtes, dans les profondeurs des grands océans de la planète.
Et pourtant, au début de l'année 2024, les sismologues de l'île de Vancouver, sur la côte pacifique du Canada, ont enregistré une activité sismique inhabituelle. Sur le site hydrothermal d'Endeavour, à environ 240 km au large de Vancouver, ce sont près de 2000 séismes par jour qui ont été enregistrés début mars 2024. Ces séismes, qui se produisent au niveau de la dorsale de Juan de Fuca, sont des petits tremblements de terre qui sont passés inaperçus pour les habitants de Vancouver. Mais pour les chercheurs, c'est une véritable aubaine. L'occasion d'étudier de près l'accrétion océanique ou la construction de la nouvelle croûte océanique. Les données que l'on va recueillir seront précieuses. Elles nous permettront de mieux comprendre les mécanismes de remontée du magma depuis le manteau terrestre et aussi, et surtout, la façon dont se construit la croûte océanique. Si la tectonique des plaques recèle encore bien des secrets, elle est loin d'être le mystère qu'elle était il y a 60 ans. Aujourd'hui, nous sommes capables de reconstituer les mouvements des plaques tectoniques ayant eu lieu il y a des millions d'années, avant même l'ère des dinosaures, grâce à des logiciels de modélisation. En revanche, si on est capable de prédire la probabilité d'occurrence des séismes le long des failles océaniques, il est impossible, en l'état actuel de nos connaissances, de prévoir les grands séismes. Nos continents ne sont pas là par hasard. La remontée du magma du manteau terrestre vers les dorsales océaniques, la tectonique des plaques, la dérive des continents, le recyclage de la croûte océanique sous le manteau, tout cela fait partie d'un système cyclique, extrêmement bien rodé. Un mécanisme impressionnant. Comment un système pareil a-t-il pu se former? Pour le comprendre, nous allons remonter très loin dans le passé, aux origines de notre planète. Nous allons remonter plusieurs milliards d'années en arrière pour comprendre comment la Terre s'est formée et comment sont apparues toutes ces couches successives. Nous sommes il y a 5 milliards d'années. La Terre n'existe pas encore. À la périphérie de la Voie lactée, il n'y a qu'un vaste nuage de gaz et de poussière, créé par l'explosion d'une supernova. Ce nuage moléculaire ou nébuleuse est immense. Il s'étend sur plusieurs centaines d'années-lumière de diamètre, soit quelques milliards de kilomètres. Il est formé de débris d'étoiles, des étoiles appartenant à un univers primitif qui ont explosé après avoir consumé toute leur énergie. L'explosion de ces étoiles a relâché dans toute la galaxie des particules, notamment des éléments lourds comme le fer, le nickel, l'aluminium. Ces particules vont se rassembler sous l'effet de la force gravitationnelle pour former des étoiles et des planètes. C'est ce qu'on appelle l'accrétion des particules. Pendant une dizaine de millions d'années, les particules s'agglomèrent et le nuage de poussière se comprime lentement sous l'effet de la gravité. Cette compression provoque petit à petit l'accroissement de sa vitesse de rotation. L'apport de matière réchauffe le centre du nuage et dégage de l'énergie. Le nuage commence à former un disque, ou plutôt une boule en rotation. Celle-ci va bientôt devenir une étoile, le Soleil. Il mesure 1,4 million de kilomètres de diamètre. Avançons dans le temps. Nous sommes maintenant il y a 4,6 milliards d'années. Le Soleil est né. Le reste du nuage, qui ne s'est pas aggloméré pour former le Soleil, est ce que l'on appelle la nébuleuse solaire. L'accrétion des particules a également permis de former des objets plus gros, que l'on appelle les planétésimaux. Un planétésimal est un corps céleste qui se constitue dans un disque de débris.
C'est, d'après l'une des théories actuelles de la formation des planètes, la première brique pour former une planète comme notre Terre. Le planétésimal mesure quelques mètres à quelques dizaines de mètres de diamètre. Plusieurs planétésimaux vont ensuite s'attirer gravitationnellement pour constituer des protoplanètes. C'est la naissance du système solaire. Tout ce processus aurait duré entre 10 et 15 millions d'années. Aujourd'hui, on pense que c'est de cette manière que se forment les étoiles. À l'origine de toute étoile, il y a toujours cette vaste région de gaz et de poussière appelée nébuleuse. Ces nébuleuses sont constituées de petits grains de poussière dispersés dans un mélange gazeux, un peu comme des grumeaux. Les petits grains de poussière vont se condenser, se concentrer et se mettre en mouvement sous l'effet des forces gravitationnelles. Peu à peu, ils vont prendre la forme de disques au centre desquels vont se constituer des étoiles. Mais comment les grains de poussière de la nébuleuse solaire ont-ils pu se transformer en planètes aussi complexes que la nôtre? Nous allons y venir. Nous sommes toujours dans le passé de notre système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. Les grains de poussière de la nébuleuse solaire sont attirés dans l'orbite du Soleil. À force de tourner autour du Soleil, petit à petit, ces grains de poussière s'attirent mutuellement et s'agglomèrent en corps célestes de taille variable, du caillou à la planète. D'après l'hypothèse des planétésimaux, l'accrétion des particules forme d'abord des planétésimaux qui vont ensuite s'attirer mutuellement et s'agglomérer en protoplanètes. C'est ainsi qu'apparaît notre planète. Tu as du mal à comprendre comment ces grains de poussière, même agglomérés, ont pu former une planète aussi complexe que la nôtre. Cette question, les scientifiques se la sont aussi posée. En mars 2003, l'astronaute Donald Pettit a réalisé une expérience informelle dans la Station spatiale internationale pour comprendre comment les poussières de la nébuleuse solaire ont pu donner naissance aux planètes. Donald Pettit s'amusait à observer des sachets contenant du sel en apesanteur dans la station spatiale. Et effectivement, les sachets de sel présentaient un comportement assez amusant. Lorsque deux cristaux de sel entrent en collision, cela crée une charge électrostatique qui les pousse à s'agglomérer. Si l'on secoue le sachet de sel, l'amas ainsi formé va se désagréger. Mais si on arrête de le secouer, il va automatiquement se reformer. C'est un peu la même chose qui s'est produite avec les particules de poussière de la nébuleuse solaire. Sous l'effet de la gravité, elles se sont agglomérées en des amas de poussière qui ont formé des objets célestes plus complexes. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre n'était donc qu'un amas de poussière. Cet amas a ensuite atteint une taille assez élevée, c'est-à-dire environ 800 mètres de diamètre, pour être en mesure d'aspirer la poussière présente dans le disque environnant. Pendant environ 3 millions d'années, les amas de poussière du système solaire interne se sont ainsi regroupés pour former une vingtaine de protoplanètes. Ces protoplanètes sont ensuite entrées en collision et ont fusionné pour former les planètes rocheuses que l'on connaît maintenant. Vénus, Mercure, Mars et la Terre. Notre Terre aurait ainsi mis 30 millions d'années à se former. Ce qui restait du nuage d'origine a formé la ceinture d'astéroïdes, dont proviennent presque toutes les météorites. Les météorites, justement. Celles-là même qui ont joué un rôle majeur dans la formation de la Terre, du stade de protoplanète au stade de planète propice à abriter la vie.
Pendant 500 millions d'années, la Terre a en effet été soumise à un bombardement intense d'autres corps célestes, les météorites et les astéroïdes. Ces chocs aléatoires et répétés ont finalement été bénéfiques, puisqu'ils ont permis de libérer beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. La toute jeune Terre est alors surchauffée. Sa température atteint près de 4700 degrés Celsius. Cette chaleur intense fait fondre tous les constituants de la Terre. À cette époque, on a alors une planète magmatique, sans continent ni océan. Autrement dit, la Terre primitive est, à ce stade, formée uniquement de matière en fusion. Petit à petit, elle va cependant se refroidir. Selon le mécanisme dont nous avons déjà parlé au début de notre voyage, les éléments les plus légers vont remonter vers la surface, tandis que les éléments les plus lourds, comme le fer, vont s'enfoncer dans les entrailles de notre planète. Nous sommes maintenant il y a 3,5 milliards d'années. Le noyau interne va commencer à se solidifier. À la surface de la Terre, l'activité volcanique intense combinée aux chocs répétés des astéroïdes et météorites va émettre des gaz. Ces gaz constitueront la future atmosphère de la Terre. Or, cette atmosphère est précieuse pour nous. Elle nous protège des rayons UV nocifs du Soleil et maintient une température agréable à la surface de notre planète. Mais nous sommes toujours loin dans le passé, et l'atmosphère primitive dont on parle est encore bien différente de notre atmosphère actuelle. La Terre continue à se refroidir, petit à petit. Maintenant, âgée de 50 millions d'années, elle atteint une température de 1100 degrés Celsius. Elle va alors entrer en collision avec une autre protoplanète. Pour te donner une idée, la taille de cette protoplanète a été estimée comme à peu près équivalente à la taille actuelle de Mars. Cette collision, là encore, va provoquer un choc qui va réchauffer la planète et la faire fondre. C'est aussi cette collision qui va provoquer la formation de notre unique satellite, la Lune. En effet, des résidus de roches sont éjectés de la Terre lors de la collision et vont s'agglomérer formant la Lune. Lors de sa formation, la Lune est beaucoup plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sa présence va créer un effet de marée. Cette collision n'a pas seulement réchauffé la Terre et fait apparaître la Lune. Elle aurait aussi probablement modifié l'axe de rotation de la Terre. Or, cette inclinaison est à l'origine des saisons. C'est finalement une bonne chose que la Terre soit entrée en collision avec cette protoplanète. Sans cela, nous n'aurions peut-être pas de marées et de saisons. C'est aussi cette collision, finalement, qui a déterminé l'organisation de la Terre en plusieurs couches ou différenciations. Les deux objets entrés en collision avaient chacun leur noyau. Lors du choc, les deux noyaux ont fusionné pour donner naissance à un seul noyau. La surface de la Terre est, quant à elle, restée en fusion pendant des milliers d'années, formant un océan magmatique d'au moins 1000 km de profondeur. La fusion des silicates a produit un magma appauvri en silicium. Les solides résiduels silicatés, plus denses, ont formé le manteau inférieur. L'alliage de fer et de nickel liquide, encore plus dense, a migré vers le centre en incorporant sur son passage le silicium et de l'oxygène. Cette migration s'est produite lentement, sur 1 million d'années. Tous les éléments ayant une forte affinité avec le fer, comme le platine,
l'or, l'iridium ou le tungstène ont eux aussi été attirés vers le centre de la Terre. Lorsque le manteau supérieur a fusionné, la plupart des gaz se sont échappés, contribuant ainsi à la formation de l'atmosphère. Une fois cette différenciation primitive terminée, la Terre était donc constituée de cette manière. Un noyau liquide de 3400 km de diamètre environ, un manteau inférieur de 1900 km d'épaisseur, un manteau supérieur prenant la forme d'un océan magmatique d'environ 1000 km d'épaisseur. Tout n'était pas encore gagné. À peine formée, cette Terre primitive était déjà menacée par une puissante tempête solaire. Heureusement, le noyau de la Terre a créé un bouclier magmatique par effet dynamo. C'est ce que l'on appelle la magnétosphère. Cette couche supplémentaire a agi comme un véritable bouclier. À ce stade, la Terre possède donc déjà un noyau, un manteau et une atmosphère primitive, constituée certainement de gaz rares comme le néon, l'argon ou le krypton. Son atmosphère ne contient encore que très peu d'hélium, d'azote et de dioxyde de carbone. Mais elle ne possède toujours pas de croûte terrestre ou d'eau. À ce moment-là de l'histoire de la Terre, le système solaire interne est encore beaucoup trop chaud pour que l'eau puisse exister à l'état liquide. Et puis, les matériaux qui constituent la Terre primitive ne contiennent pas assez d'hydrogène pour pouvoir former de l'eau. Le noyau et le manteau ont donc été les premières couches à se former. Le noyau s'est formé en même temps que la Terre par accrétion, il y a 4,56 milliards d'années. La fusion des matériaux primordiaux constituant la Terre, météorites, planétésimaux et protoplanètes a conduit à la formation d'un océan de magma global, puis à la différenciation de la Terre en plusieurs couches. La partie silicatée ou rocheuse est devenue le manteau. Le manteau est appauvri en éléments ayant une affinité avec le fer ou sidérophiles qui ont été happés par le noyau. Et comment, dans tout ça, s'est formée la croûte terrestre? Même après la différenciation globale de la Terre primitive, les bombardements de météorites ont continué. On en trouve d'ailleurs toujours les traces sur la Lune. Sur Terre, ces bombardements ont effacé les traces de la formation de la première croûte terrestre. Cependant, on peut tout de même dater le début de sa formation à 4,47 milliards d'années, soit 100 millions d'années après le début de la formation du système solaire. Quant à l'eau, son apparition sur Terre fait l'objet d'hypothèses. Selon l'hypothèse retenue actuellement, la moitié de l'eau aurait été apportée par une pluie de météorites provenant de l'extérieur de la ceinture d'astéroïdes. En effet, les comètes contiennent 50% d'eau, et cette eau contient 2 fois plus de deutérium que l'eau terrestre. L'autre moitié de l'eau serait apparue avec le dégazage du manteau. En mélangeant ces deux types d'eau, on aurait ainsi pu obtenir la quantité de deutérium correspondant à la signature isotopique de l'eau terrestre. Cela pose alors une autre question. Qu'est-ce qui a pu provoquer la pluie de météorites qui a apporté l'eau sur Terre? On pense qu'il y a 4,1 milliards d'années, alors que le système solaire était encore jeune, Jupiter et Saturne se sont retrouvés en synchronicité gravitationnelle, 2 par 1. Cela signifie que pour chaque orbite que Saturne complète autour du Soleil, Jupiter en complète 2. Cela a créé des ondulations à travers le disque de débris qui entourait le Soleil, propulsant Uranus et Neptune vers des orbites plus éloignées. Ce grand déménagement planétaire a eu des répercussions profondes, déstabilisant la ceinture de Kuiper et envoyant une pluie d'astéroïdes et de comètes à travers le système solaire intérieur.
En entrant en collision avec la Terre, ces météorites se sont désintégrés et ont libéré de l'eau. Au fur et à mesure de cette collision massive, les océans sont apparus. La formation des océans aurait donc été relativement rapide, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé. Ils auraient mis environ 150 millions d'années à se former. Ces océans étaient alors riches en fer et se paraient de couleur verte. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Terre primitive ne ressemblait pas beaucoup à notre Terre actuelle. En plus de sa teinte rougeâtre, causée par une atmosphère très dense, riche en diazote, dioxyde de carbone et méthane, la Terre était plus chaude, avec une température de surface moyenne de 93 degrés Celsius. Petit à petit, finalement, le bombardement de météorites a fini par ralentir. En observant les plus anciens fossiles vivants, les stromatolites, qui étaient présents il y a environ 3,5 milliards d'années, les scientifiques ont pu retracer l'évolution des océans primitifs terrestres. On peut observer des stromatolites dans la région du Pilbara, en Australie. Ces cyanobactéries utilisent du dioxyde de carbone et la lumière pour rejeter du dioxygène. Or, les modèles ont montré qu'il n'y a pas eu d'accumulation de dioxygène dans l'atmosphère à cette période. Pourquoi ? On pense que le dioxygène libéré par les stromatolites, puis ensuite par les cyanobactéries, aurait réagi avec le fer pour former de l'oxyde de fer. Les premiers océans saturés en fer auraient donc absorbé ce dioxygène pendant 1 milliard d'années. Jusqu'à ce que, il y a 2,5 milliards d'années environ, le fer des océans soit complètement oxydé. Le dioxygène a alors commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Pendant les 2 milliards d'années suivantes, le taux de dioxygène dans l'atmosphère a augmenté, atteignant enfin, il y a 500 millions d'années, le taux nécessaire pour former une couche d'ozone suffisamment intense pour permettre aux premières plantes de sortir de l'eau pour coloniser la terre ferme. Nous savons comment l'eau est apparue sur Terre, mais nous sommes encore loin des continents et océans de la Terre actuelle. Rappelons qu'à ce stade, nous en sommes toujours à une Terre magmatique. Les éléments chimiques se rassemblent et se répartissent selon leur masse, en fonction de la gravité. Nous avons donc une migration des éléments les plus lourds vers le centre de la planète. Le fer et le nickel, notamment, migrent vers le noyau. Actuellement, le noyau est donc constitué principalement de fer, ainsi que de nickel, avec quelques éléments sidérophiles. Les éléments plus légers, eux, migrent vers le manteau. Peu à peu, la Terre grossit et la pression augmente. Le manteau va se solidifier, ainsi qu'une partie du noyau, le noyau interne solide. L'origine des premiers continents remonte à cette solidification du manteau, il y a 4 milliards d'années. Ensuite, la tectonique des plaques s'est mise en place. Et tu connais la suite. L'unique continent terrestre, la Pangée, apparu il y a environ 200 millions d'années, s'est ensuite divisé en 2, puis en 5 morceaux. Puis, au fil des millions d'années, les blocs continentaux ont migré jusqu'à arriver dans leur position actuelle. Mais sur Terre, rien n'est immuable, et dans quelques millions d'années, les continents ne seront plus du tout les mêmes qu'actuellement. Récemment, une équipe de chercheurs internationale aurait même découvert un continent englouti, caché sous l'Islande, qui en serait la partie émergée. Ce nouveau continent, ou plutôt cet ancien continent redécouvert, a été baptisé Icelandia. Icelandia serait un ancien morceau de la Pangée, qui au lieu de se briser, se serait étiré à la manière d'un chewing-gum, devenant plus mince.
Quant à la formation des océans actuels, elle s'est faite au même moment, toujours de manière très progressive. C'est lorsque la température de l'atmosphère terrestre a refroidi considérablement, passant sous la barre des 100 degrés Celsius, que l'eau a pu devenir liquide. Mais pendant des millions d'années, l'eau parvenant sur le sol brûlant ne pouvait rester à l'état liquide. L'eau va donc se vaporiser, remonter dans l'atmosphère en se refroidissant, se condenser à nouveau et retomber sous forme de pluie. Un cycle répétitif qui, à force de patience, a fini par former des réservoirs d'eau liquide sur la surface de la Terre enfin refroidie. L'eau ruisselant sur les jeunes reliefs de la Terre primitive a fini par s'accumuler dans les creux de la croûte, d'abord en mares, puis en lacs, puis en mer et océans. Régulièrement, de nouvelles études scientifiques révèlent des pans de l'histoire de la formation de la Terre. Non seulement on a récemment découvert de nouveaux continents dont on ne soupçonnait pas l'existence, mais en plus, de nouveaux faits de l'histoire de l'apparition des continents ont aussi été dévoilés. En 2017, les scientifiques avaient découvert les traces d'un continent disparu dans les profondeurs des eaux de l'île Maurice. En 2019, c'est le continent Icelandia qui a été découvert, immergé sous l'Islande. En 2020, des géologues de l'université Monash se sont penchés sur le processus de formation des continents au cours des 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre. Ils ont là encore découvert des faits fascinants. D'après cette équipe de chercheurs, les continents ont passé 500 millions d'années à se solidifier. Il s'agit de la période qui se situe il y a environ 4,5 et 4 milliards d'années. C'était en quelque sorte l'enfance des continents. Ils étaient encore fragiles et enclins à la destruction. Ce n'est que progressivement qu'ils se sont figés pour former le squelette de nos continents actuels. Cette façon d'appréhender l'apparition des premiers continents est inédite, et elle explique bien des choses. Elle explique notamment pourquoi on trouve encore aujourd'hui des traces de continents perdus et avalés par nos continents actuels. Cette période de l'histoire de la Terre, où les continents étaient faibles et malléables, porte un nom, l'Adéen. En 2023, une étude de chercheurs de l'université Curtin en Australie, publiée dans la revue Earth Science Reviews, a étudié la question de l'apparition de nos continents. Les chercheurs sont remontés aussi loin qu'il y a 3,2 milliards d'années, lorsque la tectonique des plaques a complètement bouleversé l'apparence de notre planète. En effet, le manteau terrestre est riche en minerais dont la datation permet de comprendre l'émergence des premiers continents. Les gisements de plomb et de zinc, par exemple, sont âgés de 3,4 milliards à 285 millions d'années. Cela correspond à la période où les premiers continents sont apparus. Il y a 3,2 milliards d'années, il semblerait que ces minerais, alors contenus dans le manteau terrestre, ont pris une forme différente et se sont différenciés du manteau. Ce phénomène marque le début de la tectonique des plaques, et donc des mouvements des continents. Il y a près de 3 milliards d'années, les continents originels se seraient réunis en un seul supercontinent, la Pangée, avant de se disloquer à nouveau sous l'effet de la tectonique des plaques. Nous arrivons bientôt à la fin de notre voyage au centre de la Terre. Tu connais maintenant la structure interne de la Terre, différenciée en couches successives, de la croûte terrestre au noyau, en passant par le manteau. Tu connais les particularités de chaque couche, la croûte continentale et la croûte océanique, la lithosphère, la sténosphère, le manteau supérieur et inférieur, le noyau externe liquide et le noyau interne.
Tu sais aussi quand et comment se sont formés le Soleil, la Terre, son noyau, son manteau, sa croûte océanique et ses continents. Mais dis-toi bien que ces connaissances ne sont jamais figées. Nos connaissances de la structure interne de la Terre ne cessent d'évoluer à mesure que de nouvelles découvertes sont faites. Ces derniers temps, il est même question de revoir la structure interne de la Terre en y ajoutant une couche supplémentaire. En 2021, des chercheurs ont étudié la structure interne de la Terre à plusieurs milliers de kilomètres sous la surface. Ils ont alors fait une découverte surprenante qui a été relayée par la revue scientifique Journal of Geophysical Research. La Terre pourrait être constituée de 5 couches et non 4 comme on le pense jusqu'à aujourd'hui. Cette 5e couche se situerait dans le noyau interne de la Terre. Elle vient s'ajouter aux 4 couches sur lesquelles s'étaient accordés tous les scientifiques, à savoir la croûte, le manteau, le noyau externe et le noyau interne. Cela fait des décennies que l'on propose l'idée d'une 5e couche. Cette découverte n'a donc en soi rien de nouveau. Mais cette fois-ci, les données sont suffisamment claires pour constituer une preuve de l'existence d'une 5e couche. Cette découverte a été faite à l'aide d'un algorithme. Celui-ci a passé en revue une quantité énorme de données des événements sismiques des dernières décennies. Les données ont ensuite été comparées avec le modèle actuel de la structure de la Terre. Un travail de titan rendu possible par la technologie. Les scientifiques se sont ainsi rendus compte que pour que les deux concordent parfaitement, il faudrait la présence d'une 5e couche située dans le noyau interne de la Terre. Si on ne sait pas pour le moment comment cette 5e couche se serait formée, cette découverte a définitivement été le point de départ d'études plus approfondies. Une étude publiée en février 2023 dans Nature Communications a remis le sujet sur le devant de la scène. 2 sismologues ont révélé de nouvelles preuves appuyant l'hypothèse d'un noyau interne plus profond. Selon les résultats de leurs études, ce noyau serait épais de 644 km. Pour le déterminer, ils ont étudié les ondes sismiques générées par les tremblements de terre qui traversent le diamètre de la Terre. Il apparaît que les ondes de choc des tremblements de terre se répercutent à des vitesses différentes dans ce qui pourrait être une 5e couche. Celle-ci serait constituée, comme le reste du noyau, d'un alliage de fer et de nickel. La différence ? Elle possède une structure cristalline. Ce noyau pourrait s'être formé à la suite d'un événement mondial majeur du passé, comme un changement dans la tectonique des plaques par exemple. Cet événement serait survenu il y a des centaines de millions d'années. Le débat est toujours vif, mais il est surtout fort passionnant. La réponse est attendue avec impatience. La découverte d'une 5e couche pourrait nous aider à comprendre encore mieux comment s'est formée notre planète. Savais-tu que le champ magnétique terrestre provient à 90% du centre de la Terre, plus précisément du noyau externe liquide? La rotation de la Terre provoque de vastes tourbillons dans le noyau externe liquide. Ces mouvements génèrent un courant électrique et donc un champ magnétique, un peu à la manière de la dynamo d'un vélo. Il est possible que le champ magnétique s'inverse. En tout cas, cela s'est déjà produit par le passé. Le champ magnétique s'est inversé environ 300 fois au cours des derniers 200 millions d'années. La dernière inversion remonte à 780 000 ans. Si le champ magnétique s'inverse, le pôle nord magnétique se retrouvera au pôle sud. On ne peut pas prédire quand le champ magnétique s'inversera, mais les scientifiques sont de plus en plus convaincus que c'est pour bientôt. Depuis 15 ans, le pôle nord magnétique se déplace de plus en plus vite du nord du Canada vers la Sibérie.
En 1970, il se déplaçait de 10 km par an. En 2003, il avait atteint 40 km par an. Actuellement, sa vitesse a encore augmenté à 60 km par an. La mission Swarm de l'Agence spatiale européenne a pour but de déterminer la date de la prochaine inversion. Cependant, pas de panique. On pense que s'il y a une inversion du champ magnétique terrestre bientôt, ce ne sera pas au cours du siècle actuel. Nous n'aurons donc pas besoin de changer les boussoles avant un long moment. Au fait, pourquoi ne peut-on pas produire la prochaine inversion du champ magnétique terrestre? Il faut savoir que le champ magnétique est une notion plutôt complexe. Le mouvement convectif à l'origine du champ magnétique, dans les entrailles de la Terre, dépend de nombreux facteurs. Les variations de température, la profondeur, la rotation de la Terre, et puis le champ magnétique terrestre n'est pas dipolaire, mais multipolaire. Les deux pôles magnétiques, nord et sud, ne sont pas situés aux antipodes, puisque le pôle nord se déplace plus vite que le pôle sud. À cela, il faut ajouter les anomalies magnétiques constatées dans les roches volcaniques. Certaines sont aimantées dans le même sens que le champ magnétique actuel, d'autres sont aimantées à l'opposé. En plus, l'observation des périodes d'inversion du champ magnétique n'a pas permis aux scientifiques de dégager des motifs. Les inversions ne sont ni régulières, ni de durée égale. Leur fréquence est chaotique. Ce que l'on sait, c'est que les inversions se produisent à court terme sur des périodes de 1000 à 20 000 ans maximum. Mais ce n'est pas grand-chose. Et surtout, cela ne permet pas de prévoir une inversion prochaine. Nous arrivons au terme de notre voyage au centre de la Terre. Au cours de ce voyage, tu as pu découvrir les particularités de chaque couche qui compose le cœur de notre planète, de la croûte continentale au noyau de fer. Nous avons dévoilé, couche après couche, les particularités de la structure interne de notre planète et les mystères qu'elle recèle encore. Nos connaissances sont encore incertaines, car elles sont basées sur des observations indirectes via la propagation des ondes sismiques ou les roches remontées des profondeurs de la Terre. Il est certain que dans le futur, nous continuerons à découvrir d'autres particularités cachées de l'intérieur de notre planète, qui représenteront toujours plus de fenêtres sur son passé et son histoire.